Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la web-série Les Dossiers Secrets. Aujourd'hui, nous plongeons dans une opération secrète envisagée cette fois pas par les Allemands ou les Italiens, mais cette fois elle se passe dans le Pacifique du côté japonais. Depuis le 7 décembre 1941 et après l'attaque de Pearl Harbor à Hawaï, les Japonais et les Américains s'affrontent. Le pays du soleil levant, après le raid du colonel Doolittle sur Tokyo en avril 1942, souhaite se venger en bombardant le sol américain. Alors ils imaginent des ballons incendiaires qui se cracheraient sur les villes aux États-Unis en causant le plus de dégâts possible. Ce projet paraît surréaliste avec le sens des vents, la température atmosphérique, mais pourtant, le projet est bien dans la tête des Japonais. Je vous invite donc à plonger dans l'opération japonaise qui devait bombarder, grâce à des ballons-bombes, le sol américain. Le 7 décembre 1941, une date qui restera à jamais gravée dans l'histoire américaine. Ce jour-là, toute une flotte basée à Pearl Harbor est anéantie par l'aviation japonaise. Le président américain Franklin D. Roosevelt demande au Congrès de se joindre à lui pour voter l'état de guerre. À peine est-il voté que Roosevelt souhaite déjà faire mal aux Japonais en attaquant directement sur le sol. Il souhaite bombarder Tokyo, là où l'industrie japonaise mène son effort de guerre. Même si l'opération est complètement impossible, comme l'ont souligné les généraux à Roosevelt, celui-ci demande à ce que l'Amérique frappe fort. Finalement, une escadre de bombardiers sous les ordres du colonel Doolittle doit décoller d'un porte-avions pour bombarder Tokyo. Le raid sera un succès. Face au succès du raid de Doolittle sur Tokyo en avril 1942, le haut commandement japonais rêve de se venger, en exerçant des représailles sur le sol américain. Ça paraît quasiment impossible. Et pourtant, les Japonais se rappellent d'un projet étudié en 1933, qui consistait à lancer sur les États-Unis des bombes portées par des ballons libres. L'idée n'est pas nouvelle, puisque des ballons incendiaires ont été lancés par l'Autriche sur Venise en 1849. Et même avant et au fil des siècles, l'idée fut appliquée. Les Japonais reprennent donc ce programme sous l'égide du 9e Institut de recherche technique de l'armée impériale. L'opération est baptisée Fugo, et le Japon prend cette nouvelle opération très au sérieux. Cependant, elle doit d'abord venir à bout d'énormes difficultés. Pourtant, l'idée de départ est simple, utiliser les grands courants aériens qui soufflent en haute altitude au-dessus du Pacifique d'est en ouest. Il faut aussi calculer le temps du vol sur 10 000 km, où un système automatisé larguera sa charge. Mais un problème survient. Les températures varient considérablement le jour et la nuit, et les ballons auront tendance à remonter puis à descendre. Un système de lâcheur de lest automatique doit être mis au point, et là on ne parle que d'un obstacle. Pendant 2 ans, des essais vont être pratiqués pour trouver une solution à tous les obstacles à cette opération. Deux ans après, voilà enfin le prototype du ballon incendiaire révélé au grand jour. C'est un engin de 10 mètres de diamètre, gonflé à l'hydrogène, dont l'enveloppe est constituée de 4 couches de papier de soie. Chaque ballon nécessite 600 morceaux de papier collés et étanchéifiés les uns aux autres. Son appareillage est très sophistiqué, et sa charge, en nacelle au bout de câbles de 15 mètres de long, comporte une bombe incendiaire et une bombe antipersonnel de 15 kg. Quant à sa mise en production, elle prévoit 10 000 unités, qui devront toutes être opérationnelles avant l'arrivée des grands courants aériens de l'automne-hiver 1944-1945. Cette fabrication va mobiliser tout le pays. Même les lycéens n'échappent pas à ce travail de fabrication. Tanaka Tetsuki, qui a 16 ans, fait partie des jeunes qui désirent participer à l'effort de guerre. Dans le gymnase et le terrain de basket de son collège, il est réquisitionné pour le séchage du papier. Un officier est venu parler aux jeunes de la préparation d'une arme secrète. Juste après cette petite discussion, tous doivent travailler dans une usine qui fabrique le papier des ballons.
Dès leur arrivée, un autre officier japonais s'exclame « Vous allez vaincre l'Amérique avec ces armes !» Le travail est exténuant. L'usine doit tourner 24 heures sur 24, les travailleurs doivent travailler pendant 12 heures, puis sont relevés par une autre équipe qui travaille pendant 12 heures également. La vie quotidienne des travailleurs n'est pas fameuse. Ils n'ont pratiquement pas de nourriture et l'hygiène n'est pas présente. Après avoir fini leur travail, les travailleurs doivent effectuer 1 heure de marche pour retrouver leur dortoir. Les filles qui travaillent dans l'usine accomplissent cette marche au pas, en scandant des chants militaires sous le bandeau, force d'attaque spéciale des étudiants. Par la suite, 3 sites de lancement sont construits sur la côte sud-est de Honshu, qui sont équipés d'énormes cuves à hydrogène. Il faut avouer que la mise en œuvre des ballons n'est pas une mince affaire. Pendant 1 heure, 30 hommes doivent préparer et lancer un seul ballon. Le premier d'entre eux est lâché le 3 novembre 1944. Il est le prélude au lancement de 9300 ballons, soutenant le rythme de 200 par jour. Enfin, quand la météo le permet. Le commandement japonais prévoit que certains de ces ballons n'atteindront pas la côte américaine. C'est ce qui s'est passé. Seuls 500 ballons réussissent à atteindre les côtes américaines. Le reste de ces ballons s'abîment et disparaissent en mer. 285 de ces ballons exploseront sur une zone assez vaste. Les explosions s'étendent de l'Arctique jusqu'au Mexique. Les dégâts sont assez dérisoires et se limitent à quelques incendies de forêt très vite maîtrisés et, dans l'État de Washington, une centrale électrique s'est momentanément arrêtée. Le Japon souhaite toucher psychologiquement l'Amérique, car les États-Unis n'ont jamais été frappés sur leur territoire par une armée ennemie. Le 1er janvier 1945, le Newsweek évoque dans son numéro un ballon mystérieux qui vole au-dessus du pays de l'oncle Sam. Bien sûr, la censure va conjurer la panique, en intervenant auprès des rédactions pour leur expliquer que les Japs doivent rester dans l'ignorance des résultats de leur attaque par ballon. En somme, les Japonais ne doivent pas savoir quel impact psychologique ont causé leurs ballons. Ce silence sera vite levé. Le 5 mai 1945, 5 adolescents accompagnés de leur accompagnatrice sont tués dans l'Oregon par l'explosion d'une bombe qu'ils ont découverte dans les bois. De toute la Seconde Guerre mondiale, ils seront malheureusement les seules victimes civiles sur le sol américain. Mais ce qui est le plus surprenant dans tout ça, c'est que personne n'imagine que ces ballons-bombes ont traversé le Pacifique pour toucher les États-Unis. Tout le monde pense à un sous-marin japonais qui, aux abords de la côte, les aurait fait décoller pour causer des dégâts dans le territoire adversaire. Pour retrouver ceux ou ces sous-marins, l'US Air Force se lance à leur recherche, en montant la garde du sud de la Californie jusqu'aux îles Aléoutiennes. En avril 1945, il n'y a plus de traces de ces ballons-bombes. Pourquoi ? Parce que le Japon n'a plus assez d'hydrogène pour concevoir de nouveaux ballons. L'opération Fugo a été un véritable échec. Cette opération aurait connu un véritable succès si on avait écouté les chefs militaires qui, eux, voulaient qu'on utilise des bombes bactériologiques et non incendiaires. Ils avaient proposé d'utiliser le bassi du charbon, que les Japonais avaient en leur possession. Le bassi du charbon est bien connu. Il est appelé ainsi car la maladie vient du charbon. Elle a été découverte dans les années 1850 en Allemagne par Alois Pollender et en France par Pierre Raillet et Casimir Daven. Mais en 1876, c'est Robert Koch qui parvient à cultiver le bacille et il découvre qu'il survit dans le sol. La maladie du charbon touche aussi bien l'animal que l'homme. Nous n'allons pas nous attarder sur les symptômes, mais si vous voulez vous faire une petite idée, sachez que ce bacille a été utilisé pendant la Première Guerre mondiale, où il a provoqué chez les soldats des maladies respiratoires, et dans 50% des cas, les soldats ne survivaient pas. C'est à cause de cela, certainement, que l'empereur du Japon Hirohito a refusé l'emploi d'une arme bactériologique. Pendant que les Japonais s'entêtent à concevoir leurs ballons-bombes, les scientifiques américains préparent le projet Manhattan, la conception de la bombe atomique. Une bombe qui sera beaucoup plus redoutable que les ballons-bombes et qui fera beaucoup plus de victimes. Les Américains ont pourtant eu d'autres idées pour atteindre l'empire du Japon en son cœur, comme transformer des chauves-souris inoffensives en redoutables engins incendiaires. Cette idée, on doit l'admettre, est plutôt saugrenue. Mais elle naît au lendemain de l'offensive japonaise sur Pearl Harbor, dans la tête d'un homme qui se nomme Little S. Adams, un dentiste et inventeur de 60 ans. En visitant des grottes dans le Nouveau-Mexique,
il a été impressionné par les dizaines de milliers de chauves-souris en hibernation qui tapissent l'endroit. Tout à coup, il les a imaginées en feu, répandant des incendies dans les maisons de bois et de papier du Japon, surtout quand il découvre qu'elles peuvent transporter leurs petits sur elles. Pour lui, ça fera beaucoup de dégâts au Japon. Alors pourquoi ne pas les transformer en de petites charges incendiaires ? Little S. Adams peaufine et travaille son projet, qu'il envoie à la Maison-Blanche le 12 janvier 1942. Ce qui est le plus incroyable dans cette histoire, c'est que ce rapport est parvenu jusque sous les yeux du président Roosevelt. Normalement, face à un projet comme celui-là, tout président aurait haussé les épaules et jeté ce rapport à la poubelle. Et bien là, il a donné son feu vert pour réaliser ce projet de transformer les chauves-souris en charges incendiaires. Adams est donc recruté pour travailler sur son projet. Louis Feather, l'inventeur du napalm, se montre enthousiaste sur la création de ce projet et s'emploie à mettre au point de minuscules charges incendiaires sur les chauves-souris entre 17 et 28 grammes. Donald Griffin, un zoologiste, entre également dans ce projet, et la Commission nationale de recherche pour la défense coordonne et finance tout le projet. Ce même organisme étudie également un autre projet, des bombes contrôlées et guidées par des pigeons. Après une année d'études et d'expériences, le projet est suffisamment au point pour que l'Air Force l'adopte sous le nom d'opération X-Ray. Une bombe à chauve-souris a été mise au point sous forme d'un conteneur percé de petits trous. 26 plateaux s'empilent, et chacun est alvéolé de 40 compartiments logeant autant de chauves-souris avec leur charge incendiaire. Une seule bombe contient au total 1040 chauves-souris avec leur mini-engin incendiaire. Un seul quadrimoteur peut emporter une centaine de conteneurs. D'ailleurs, une escadrille de 10 B-24 Liberator décolle de l'Alaska pour larguer sur la baie d'Osaka, qui est désignée comme la cible de l'opération, 1 million de chauves-souris incendiaires. Pourtant, pendant les essais, une difficulté majeure apparaît. Et oui, pour que l'opération marche, il faut que les chauves-souris soient en hibernation pour pouvoir les manipuler. Pour pallier au problème, on décide de créer une hibernation artificiellement. Mais une fois les conteneurs largués, il ne faut pas que les chauves-souris restent en hibernation, sinon elles risquent de s'écraser au sol, comme les premières expériences l'ont d'ailleurs démontré. Alors, on imagine un conteneur lentement parachuté, dont les parois s'ouvriront pour que les chauves-souris ressentent le réchauffement de l'air et de là pourront s'éparpiller partout pour de nouveau hiberner. Le 15 mai 1943, tout le monde commence à douter de l'opération X-Ray, car la base aérienne de Carlsbad, au Nouveau-Mexique, est incendiée par des chauves-souris incendiaires qui se sont échappées. Malgré tout, on décide de continuer l'expérience. On conçoit un faux village japonais et, comme prévu, les chauves-souris s'y engouffrent pour hiberner, et le village prend feu, même si toutes les chauves-souris n'ont pas atteint leur destination. Mais les Américains constatent que l'opération ne suffit pas à détruire le faux village japonais. Ils n'ont pas pensé à un bombardement bactériologique, qui aurait été beaucoup plus adapté à la situation, plutôt que d'utiliser des petits engins incendiaires. Toutefois, en août 1943, l'Air Force s'empresse de se décharger de cette opération, qui lui semble impossible. Elle transfère le dossier à la Navy, qui en décembre de la même année, le transfère à son tour au Marine Corps. À l'été 1944, on constate que ces chauves-souris incendiaires ne seront pas prêtes avant la moitié de l'année de 1945. Le sort de la guerre est déjà scellé, et le projet Manhattan devient la priorité des États-Unis. Désormais, le projet des chauves-souris incendiaires n'a plus sa place dans cette guerre. Les projets les plus incroyables ont été conçus pour déstabiliser l'adversaire, mais il arrive quelquefois qu'ils soient beaucoup trop audacieux, voire irréalisables. Ce fut le cas de certaines opérations qui, malgré tout, resteront à jamais gravées dans l'histoire. Comme vous avez pu le voir, l'opération Fugo est un véritable échec. Même si les Américains ont eu du mal à croire que ces ballons ont traversé tout le Pacifique pour atteindre leur territoire. Mais malgré tout, ces ballons-bombes ont fait 2 victimes sur le sol américain. Mais ce n'est pas assez pour toucher psychologiquement un pays. Comme on avait vu dans une précédente vidéo dédiée à l'opération Pastorius, les Allemands, en envoyant des saboteurs, ont réussi à semer une peur au sein de la population. Même les services du FBI observaient des personnes d'origine allemande ou japonaise dans les rues qui observaient pendant de longues heures les monuments clés des États-Unis. Mais malgré tout, la crainte était là.
Les Japonais avaient plusieurs possibilités pour attaquer l'Amérique en son cœur, comme une guerre bactériologique. Mais Hirohito, l'empereur du Japon, voyait d'un très mauvais œil l'emploi de souches bactériologiques pour semer le chaos dans un pays ennemi. Il a pleinement conscience que le risque est élevé et qu'il risque de propager une pandémie. Il ne voulait pas revoir ce qu'il a déjà vu par le passé, comme par exemple la grippe espagnole. Pendant ce temps-là, les Américains, bien qu'ils concevaient des petites idées pour combattre son ennemi, comme les chauves-souris incendiaires, la Commission nationale de recherche pour la défense a également étudié le projet Orcon, qui devait concevoir une bombe guidée qui serait contrôlée par un pigeon. Ce projet paraît surréaliste, mais c'est le psychologue comportemental Frederick Skinner qui a proposé d'utiliser les pigeons pour un nouveau projet. Les pigeons étaient connus pendant la Première Guerre mondiale pour être des pigeons voyageurs, qui livraient des messages venant du front. Le premier projet a existé durant la Seconde Guerre mondiale, de 1940 à 1944. Puis, il sera de nouveau développé de 1948 à 1953. Le pigeon était glissé dans des vestes plutôt spéciales, car elles étaient fixées sur l'oiseau, seule la tête restait libre de mouvement. Chaque endroit désigné par le pigeon devait ajuster la trajectoire de la munition. Mais le projet, bien qu'il fût audacieux, a été abandonné, car les munitions créées ont atteint, après la Seconde Guerre mondiale, une amélioration et ont prouvé toute leur efficacité lors d'essais sur le terrain. Bien sûr, ce genre de conception mérite d'avoir un documentaire dédié tellement il y a de choses à raconter sur cette histoire de pigeons téléguidant des bombes. Sur ces dernières informations, je vous informe que cette vidéo arrive à son terme. J'espère que ce nouveau documentaire vous aura plu et vous aura appris de nouvelles choses. On se retrouve très prochainement pour un nouveau documentaire qui vous plongera encore une fois dans les dossiers secrets de l'histoire. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt.